Alors, on va voir les diagrammes d'état dans cette présentation. Donc, les diagrammes d'état, on peut modéliser ça. En fait, ça fait partie de l'arsenal des diagrammes disponibles dans UML. On a déjà vu, en fonction des diagrammes statiques, des diagrammes dynamiques, statiques ou structurels, dynamiques ou comportementaux. Dans les dynamiques, il y a les cas d'utilisation, les séquences, les activités qu'on a déjà vues. Et là, on va voir les diagrammes d'état, ou alors diagrammes d'état transition. Mais bon, enfin, je pense que diagramme d'état, ça suffit, donc pas besoin de dire transition. Officiellement, ça s'appelle diagramme d'état transition en UML. Donc, on se rappelle de l'arsenal complet, presque complet des diagrammes UML qui sont disponibles. Ceux en vert, c'est ceux qu'on va voir ou qu'on a déjà vus, et en bleu, c'est celui qu'on voit maintenant. Donc, dans les diagrammes d'état, en fait, il y en existe plusieurs types. Il y a des machines à état fini, automates finis, Finite State Machine, FSM. Essentiellement, ça correspond à la notion de regex, et ça date de 1955. Il y a des diagrammes syntaxiques, qu'on pourrait appeler aussi Railway Diagrams, et qui datent de 1973. Et finalement, il y a des diagrammes d'état transition de type UML, qui ont d'abord été développés par un certain Harel et qui datent de 1987. Donc, on va voir d'abord les automates finis, ensuite diagramme syntaxique, ensuite diagramme d'état transition, et finalement on va terminer par des questions. Donc ces diagrammes sont limités dans leur application, mais leur simplicité permet une mathématisation poussée. Ils sont utilisés en informatique théorique pour décrire ce qu'on appelle une machine à état fini, ou alors un automate fini. En anglais, on dit FSM pour Finite State Machine, ou alors Finite State Automaton. Donc, on peut aussi les appeler diagrammes de Mealy et diagrammes de Moore, qui sont deux petites variantes d'une même chose. Je peux insister sur cette notion-là. Alors, il y a un lien direct qu'on peut tracer entre les automates finis et les regex. Donc, les FSM sont utilisés, entre autres, pour reconnaître des expressions rationnelles, appelées aussi expressions régulières ou regular expression, ou plus simplement regex. Ils sont à la base de la plupart des analyseurs lexicaux, on dit aussi lexers, qui sont utilisés dans les compilateurs et les interpréteurs et que vous utilisez dans votre vie quotidienne de programmeur. Par exemple, le FSM que vous avez ici reconnaît toutes les chaînes de caractères composées de 0 et de 1 à condition qu'il y ait un nombre pair de 0 à chaîne. Donc on voit ici que le début, on part ici dans l'état S1. Après ça, quand on rencontre le caractère 0, on tombe dans l'état S2. Après ça, si on rencontre le caractère 1, on reste dans l'état S2. Et si on rencontre le caractère 0, on retombe dans l'état S1. Après ça, si on rencontre le caractère 1, on reste dans l'état S1. Et l'état S1, qui est composé d'un double cercle, est un état d'acceptation ou un état de fin. Donc, c'est dans cet état-là qu'on peut accepter une string ou une chaîne de caractères qui va correspondre à notre regex. Donc, la regex qui correspond à la machine à état fini que vous avez ici, ou à l'automate fini que vous avez ici, c'est la regex que vous avez ici. On a un certain nombre de 1, possiblement 0, donc 1 étoile. Étoile, on se rappelle que ça veut dire 0 plus. Après ça, on a 0 avec un certain nombre de 1, suivi d'un 0 avec un certain nombre de 1. Donc, un 0 avec un certain nombre de 1, suivi d'un 0 avec un certain nombre de 1. Le tout répété autant qu'on veut. Donc, on met une étoile ici. Donc, ça, c'est la regex qui correspond à ce qui est ici. Alors, on peut le vérifier en allant, par exemple, sur un site. Vous avez le lien ici. Donc, si vous avez sur ce site-là et que vous rentrez la regex qu'on a déterminée ici à la diapo précédente, vous la rentrez ici et vous faites le Finite State Machine Type, on va sélectionner DFA pour alors on revient ici sur la page web en question. Donc DFA, j'avais un petit blanc de mémoire, donc c'est automate fini déterministe. Donc c'était juste le mot déterministe qui me manquait. Donc DFA, c'est
Deterministic Finite Automaton. Donc, automate fini déterministe. Donc, si on rentre ici notre regex, comme on avait obtenu, et qu'on fait Create Automaton, on voit ici qu'on obtient l'automate, en fait, qui correspond exactement à notre affaire. OK? Donc, c'est la même chose. Ça porte, évidemment, c'est pas écrit S1, S2 ici, mais 0, c'est l'état 0, 1, c'est l'état 1, et ça, c'est les différents caractères qui sont associés ici. Donc, c'est exactement le même automate qu'on obtient. Voilà. Ici, vous avez l'exemple, et ça fait la même chose. Donc, question. Donc, dans le dessin que vous avez ici, bon là ici, CE, là, ça veut dire C, D ou E, ok, dans le langage des regex. Donc C, D ou E, vous le rentrez ici. Ça correspond à la flèche que vous avez ici. Avec A, ça c'est un état d'acceptation. Ici c'est le départ. Ici on a un autre état d'acceptation. Donc, je vous demande. Donc, essayez de le faire par vous-même. Ça compte pas en passant. Donc, de découvrir au moins 2 chaînes de 5 caractères qui sont reconnus par cet automate-là. OK, donc 2 chaînes de 5 caractères qui sont reconnus par cet automate-là. Ensuite de ça, entrez-moi l'expression régulière qui est associée à cet automate. Donc, essayez de le faire par vous-même avant de passer à la diapo suivante. Donc, les chaînes possibles, qui sont plus que 5 caractères, en fait, ici, on voit que si on passe par cette avenue-là, donc CE, CDE avec un A, c'est juste 2 chaînes, c'est juste 2 caractères, donc ça, ça fonctionne pas. Si on fait B ici, c'est juste un caractère, ça marche pas non plus. Donc, la seule façon, c'est de passer par le A, après ça, d'écrire un certain nombre de A, puis d'avoir un B, et donc, il faut avoir au moins 4 A avec un B. Donc, il y a un certain nombre de A suivi d'un B. Donc, ça prend au moins 4 A. Donc, les possibilités, on aurait 4AB, 5AB, 6AB, 7AB, 8AB, etc. Pour ce qui est du regex, ben, soit on a cette section-ci. Donc, on a un certain nombre de A suivi d'un B. Donc, on a un certain nombre de A étoile B. Donc, un certain nombre de A suivi d'un B. Ou, donc ça c'est le ou ici des regex, on a les lettres de C à E suivies d'un A. Donc les lettres de C à E suivies d'un A. Donc un certain nombre de A suivi d'un B, ou alors les lettres de C à E suivies d'un A. Donc ça c'est le regex correspondant. Et si jamais vous allez sur le site en question et que vous générez l'automate fini déterministe, vous allez obtenir ce truc-ci qui est pas tout à fait la même chose, comme vous pouvez le voir, que l'autre qu'on avait vu avant, qu'on voit le A avec le B, avec un certain nombre de A, mais en fait, juste parce qu'on a sélectionné un déterministe, alors que ici, en fait, il n'était pas tout à fait déterministe, l'automate qu'on a ici. Donc, CDE. A, CDE. Ouais. On voit ici que là-dedans, il faut mettre un plus à la place d'un ou. CDE A. Mais je me demande pourquoi il met CDE ici. On voit que c'est un état cul-de-sac, là, mais je ne sais pas pourquoi il l'a mis. Ça m'étonne un peu. Parce qu'évidemment, ça ne sert à rien d'avoir ce truc-là ici. Là. Donc on pourrait s'en débarrasser. Schlack. Donc on obtient un A avec un certain nombre de A ici avec un B. Ça correspond bien à notre affaire. On a CDE avec un A ici. On a le B ici. Donc tout ça correspond assez bien. Là, je ne sais pas pourquoi il a généré le nœud 4 ici, qui est complètement inutile, mais bon. Allez savoir. Il y a peut-être un petit bug là, sur
le truc. Donc ça, c'est complètement inutile, mais bon, il gêne à ça. Fait que, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Les diagrammes syntaxiques, qu'on appelle aussi Railway Diagrams. Donc, un diagramme syntaxique est instrument utilisé pour représenter la syntaxe d'un langage de programmation. Donc, moi, je me rappelle, quand j'ai appris le langage BASIC, si je me rappelle bien, et Pascal par la suite, mais BASIC en premier, j'avais ces fameux diagrammes syntaxiques-là pour m'expliquer comment écrire mes programmes, puis sincèrement, je trouvais ça merveilleux. Et j'avais quoi? J'avais peut-être, je sais pas, 13 ans, quelque chose comme ça, quand je regardais ces livres-là. Je trouvais ça fascinant. Et je sais pas pourquoi on les voit plus tant que ça de nos jours, mais en tout cas, je sais pas. Mais ça a été utilisé en premier en 1973 par Niklas Wirth, qui est un de semi-idole, si on veut, de la programmation, puisque c'est lui qui, entre autres, conçu le langage Pascal, qui, à mon avis, quand même était une révolution à cette époque. Donc, il y a eu bien sûr le langage C, qui était une révolution dans le domaine de la programmation, disons, industrielle, mais dans le domaine de la programmation logique et, disons, de l'esprit de la programmation. Le Pascal était, mon Dieu, exceptionnel pour l'époque. Vraiment exceptionnel. Donc, il s'agit d'une illustration visuelle d'une grammaire non contextuelle, laquelle est souvent notée avec la notation BNF ou EBNF. Donc ça, c'est ça qu'on utilise quand on veut construire des compilateurs. On va utiliser la notation BNF. Mais il existe une notation graphique associée qui est la notation des diagrammes syntaxiques. Donc, vous avez ici un exemple de notation BNF. Donc, on dit qu'une expression, c'est un terme suivi d'une expression plus un terme. Donc, ça veut dire que dans une expression, ça, c'est une expression, en fait, une addition. Après ça, un terme, c'est un facteur ou, alors, quand je dis suivi, c'est pas ça, c'est un facteur ou alors un terme fois facteur. Donc, ça veut dire qu'un terme, c'est une série de multiplications. Après ça, un facteur, c'est une constante, une variable ou une expression entre parenthèses. Une variable, c'est un x, un y ou un z. Une constante, c'est un digit ou alors un digit suivi d'une constante. C'est une façon de parler. Et les digits, c'est 0, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9. Donc ça, c'est ce que vous pourriez rencontrer quand vous voulez définir un nouveau langage de programmation en notation BNF, ou EBNF. Vous pourriez écrire ce genre de choses-là dans un outil qui vous générerait automatiquement du code. Donc, évidemment, ça va au-delà de ce qui se fait dans ce cours-là et au-delà de ce qui se fait au cégep. D'ailleurs, donc ça, c'est le genre de choses que si jamais vous allez à l'université, peut-être vous allez le faire au bac, ou alors vous allez le faire à maîtrise. Donc ici, on a, c'est ça. Donc, ce qui correspond à la notation que vous avez ici, ça serait les diagrammes syntaxiques que vous avez ici. Donc, une expression, c'est un terme, plus un terme, plus un terme, plus un terme. Un terme, c'est un facteur fois un facteur fois un facteur fois un facteur. Un facteur, c'est une constante, une variable ou une expression en parenthèse. Une variable, c'est x, y ou z. Une constante, c'est une série de digits. Et les digits, c'est 0 à 9. C'est un peu plus compréhensible que ça, on s'entend. Voilà. Donc, diagramme d'état de transition. State chart. Donc, les diagrammes d'état de transition du ML sont beaucoup plus puissants et polyvalents que leurs contreparties des années 50. Donc, en anglais, on les appelle state chart ou state machine diagram. Donc, le plus simple des diagrammes d'état, c'est probablement celui qui modélise l'état on-off d'un dispositif quelconque. Donc, au départ, ça c'est l'état de départ avec le point noir. Donc, au départ, le dispositif est à off. Et quand on turn on, on tombe à on. Puis quand on turn off, on tombe à off. Hein, vous allez dire, wow! Est-ce que ça prenait un diagramme d'état pour comprendre ça? Non. Mais un diagramme d'état permet de modéliser ça. Donc, on est à off. Quand on met à on tombe à on. Puis quand on met à off, on retombe à off. OK? Donc, variation entre deux états. Donc, suite à un événement, un système peut rester dans le même état. Donc,
par exemple, si au lieu d'un interrupteur, on a un bouton on et un bouton off, alors si on pèse sur on, alors que la lumière est déjà allumée, ben elle va rester allumée. Si on pèse sur off, alors que la lumière est déjà éteinte, on va rester éteint. Donc ici, au départ, la lumière est éteinte. Et quand on pèse sur on, la lumière s'allume. Quand on pèse sur off, la lumière s'éteint. Donc on, off. Mais si la lumière est éteinte et on pèse sur off, pendant qu'elle est éteinte, ben elle reste éteinte. Ici, elle est allumée pendant qu'on pèse sur on, ben la lumière reste allumée. OK? Donc ici, on part toujours d'un état initial pour dire qu'au départ, la lumière est off, évidemment. Mais des fois, il n'y a pas d'état initial, disons, assumé. Donc, autant que possible, il faut spécifier un état initial, mais c'est pas toujours souhaitable. Donc ici, par exemple, vous avez les 4 phases de l'eau. Alors, quelle est la phase initiale? Donc, les 4 phases de l'eau, on a de l'eau liquide, on a de la glace, on a de la vapeur, et on a du plasma. Donc, de l'eau liquide, si on la gèle, on obtient de la glace. Si on la fond, on obtient de l'eau. L'eau liquide, si on l'évapore, si on la fait bouillir, on obtient de la vapeur. Et si on condense la vapeur, on obtient de l'eau liquide. Cependant, la glace elle-même peut se sublimer dans l'air. Donc, on a le processus de sublimation où la glace est transformée en vapeur. Et on a le processus inverse de déposition où la vapeur se condense directement en frima, comme vous avez par exemple dans les congélateurs, où est-ce que la vapeur d'eau génère de la glace directement, sans passer par la phase liquide. Finalement, vous avez la phase de plasma qu'on obtient à très haute température, où est-ce que la vapeur d'eau est carrément ionisée et déionisée, si on veut. Donc, il n'y a pas d'état initial. Est-ce que l'état initial, c'est de l'eau? Est-ce que c'est de la glace? Est-ce que c'est de la vapeur? On ne sait pas. Donc ici, ça vous donne une idée, en fait, de l'étendue des applications des diagrammes d'état. Les diagrammes d'état, ça s'applique dans toutes sortes de circonstances. Moi, personnellement, c'est mes diagrammes préférés, les diagrammes d'état. Mais je suis conscient que c'est ça. Ça s'applique pas à toutes les sauces, puis les autres sont peut-être un peu plus faciles à gérer. T'sais. Mais moi, je sais pas pourquoi j'ai une fascination totale pour les diagrammes d'état. Je suis désolé. On peut imaginer un scénario où on aurait des transitions par minuterie. Donc, on a lumière jaune, lumière verte et lumière rouge. Donc, la lumière est d'abord verte. Après 25 secondes, elle tombe jaune. Après 25 secondes, elle tombe rouge. Après 30 secondes, elle redevient verte, donc, etc. Et au départ, on commence avec une lumière rouge. Donc, est-ce que ça correspond à ce qu'on a sur nos routes? Non, pas vraiment, parce que d'habitude, la lumière jaune ne dure pas très longtemps, elle ne dure pas 25 secondes. Donc, moi, j'ai pris ça sur Internet. Ici, on a un autre exemple, où est-ce qu'on a des transitions qui se font automatiquement, si on veut. Donc, on a ici une lumière verte, et on attend 90 secondes. Une fois que les 90 secondes sont écoulées, pouf, on tombe en lumière jaune, qui dure 15 secondes. Après ça, on tombe en lumière rouge, qui dure 120 secondes, et on tombe en lumière verte, jaune, rouge, vert, jaune, rouge. Donc, une transition peut aussi être accompagnée d'une action. Par exemple, ici, on a la transition au niveau du clavier entre l'état par défaut et l'état où la touche Caps Lock ou verrouillage majuscule est appuyée et enclenchée. Donc, Caps Lock, ça enclenche le verrouillage majuscule et Caps Lock, ça désenclenche le verrouillage majuscule. Donc, ça, c'est des états. Ça, c'est la transition initiale. Et on peut ajouter ici certaines actions. Donc, pendant qu'on est dans l'état par défaut, toute touche, sauf bien entendu la touche Caps Lock elle-même, va générer un caractère lowercase, donc minuscule. Et en fait, on devrait dire les lettres, là, donc N-I-K. Par contre, si l'état Caps Lock est actif, toutes les touches, en fait, toutes les lettres, vont plutôt générer un caractère majuscule. Send uppercase scan code. Comme les autres diagrammes UML, on peut placer le diagramme d'état dans une boîte qui indique quel est le système qui est modélisé. Donc ici, par exemple, on a un guichet automatique. Donc, au départ, le guichet est idle, c'est-à-dire qu'il est en attente.
Après ça, si quelqu'un insère une carte, donc in card, le système devient actif. Et si la personne cancelle ou si elle a terminé, le système redevient en attente. Par contre, si un technicien, disons, vient pour, disons, récupérer les billets ou mettre des nouveaux billets dans le guichet automatique ou des choses comme ça, donc l'appareil va tomber en service. C'est-à-dire, pour le service, quand un technicien arrive, l'appareil va tomber hors service. Et une fois que le tout est terminé, donc le service est terminé, on redevient en attente. Okay, donc ça serait les différents états dans lesquels peut se retrouver un guichet automatique. On va voir un autre exemple un peu plus compliqué plus loin. Parfois, on ajoute aussi un état terminal au diagramme. Donc ici, on voit par exemple la transition d'un étudiant de niveau universitaire plus dans un contexte américain, parce que nous, à l'université ici, on a le cégep, donc nous, dans le général, un bac, c'est 3 ans. Vous, en fait, si vous allez à l'université, ça se peut que ce soit même 2 ans, parce que vous aurez la transition DEC-bac. En fait, ça va être 2 ans ou 3 ans. En fait, ça dépend aussi si vous allez à l'ETS, vous devenez ingénieur, donc là, 4 ans normalement, mais ça va donner juste 3 ans, vu que vous êtes crédité 1 an parce que vous avez fait votre cégep avant. Mais enfin, je ne vais pas rentrer dans ces détails ici, mais disons que typiquement, mettons que vous êtes aux États-Unis, vous faites un DEC de 4 ans, donc pas un DEC, pardon, un bac de 4 ans, donc d'abord vous êtes disons, un jeune loup, donc un freshman, ensuite vous tombez un sophomore pour la 2e année, un junior pour la 3e année et un senior pour la 4e année. Et paf, vous terminez vos études de bac. Okay. Et en général, on ne met pas vraiment souvent des états terminaux. On en met, mais quand c'est pertinent. Donc, un autre exemple d'état terminal, ça serait par exemple le cycle de vie d'une facture. Donc, d'abord, la facture est créée et la facture est créée dans l'état où elle n'est pas encore payée. Après ça, éventuellement, le client va payer. La facture va tomber dans l'état payé. Et peut-être que plus tard, un jour, on va détruire la facture, le système va détruire la facture, et à ce moment-là, on tombe dans l'état final, où est-ce que la facture n'existe plus. On tombe dans le grand néant universel. Ici, on a un exemple de partie d'échecs. Donc, je présume qu'il y en a qui vont peut-être s'inspirer un peu de ça pour, si jamais vous avez choisi un jeu d'échecs pour votre réalisation de projet, mais je vous encourage, en fait, à perfectionner, en fait. Vous devez ajouter quand même un petit peu de chair autour de l'os et pas me régurgiter ce diagramme-là si jamais vous avez un jeu d'échecs que vous faites. Donc ici, on l'a, par exemple, au départ, aux échecs, c'est toujours les blancs qui commencent. Donc, les blancs jouent. Donc, une fois que les blancs ont joué, c'est le tour des noirs. Après ça, le tour des blancs, le tour des noirs, etc. Mais si jamais on est dans un état où les blancs ont été mis échec et mat, alors on tombe dans un état terminal où c'est les noirs qui ont gagné. Si jamais on se retrouve dans une situation de patte, alors la partie est nulle. Même chose pendant que c'est les noirs, si on se retrouve dans un échec et mat, c'est les blancs qui gagnent. Et si c'est patte, ben la partie est nulle. Donc, il existe d'autres moyens d'avoir une partie nulle. Donc, si jamais vous faites un modèle de jeu d'échecs, ben, je m'attends que vous rajoutiez ces autres manières-là d'avoir une partie nulle. Donc, pas juste le patte, il y a d'autres méthodes. Il y a d'autres façons aussi. Donc, peut-être vous allez vouloir aussi modifier d'autres choses, mais c'est un genre de diagramme, disons, intéressant qu'on peut créer pour simuler une partie d'échecs, ou en fait une partie d'à peu près où vous avez 2 joueurs qui s'affrontent. Alors, on va parler maintenant de sous-états. Donc, il y a une possibilité d'imbriquer des états dans d'autres états. Et ça, c'est ce qui confère vraiment au diagramme d'état-transition du ML une puissance considérable par rapport à ses prédécesseurs. Donc, vous avez ici un exemple de ligne téléphonique. Donc, vous avez, au départ, on tombe dans vous décrochez le combiné, vous avez la tonalité, fait que là, après ça, vous numérotez, vous faites votre numérotation, et ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir disons, un appel qui va être logé par le système. Donc, en fait, c'est ça, dial, c'est que vous pesez les touches de numérotation,
Donc là, les numérotations se fait, vous restez dans l'état dialing. Puis quand vous avez terminé d'appuyer sur les touches, donc dial complete, vous tombez dans l'état et que la communication a réussi à être établie, vous tombez dans l'état où vous réussissez à vous connecter à un client par téléphone. Si jamais la ligne est libre, ça va sonner chez chez votre interlocuteur. Si jamais l'interlocuteur est occupé, alors vous allez entendre la sonorité du fait que le téléphone est occupé, donc bip, 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 ok. Et ça se peut aussi que vous ayez fait un mauvais numéro, et on va vous indiquer que vous avez fait un mauvais numéro. Mais à tout moment, pendant que vous faites ça, à tout moment, vous êtes en train de toucher, vous êtes en train de parler, vous êtes en train de n'importe quoi. À tout moment, vous pouvez hang up the phone, raccrocher, schlack. Donc à tout moment, ou en fait, là, je dis schlack comme ça c'est ce que moi j'aurais fait, il y a 20 ans ou 30 ans, mais là, vous comprenez que maintenant, ça va être sur votre téléphone, ça va être bouton rouge, raccrocher, ok, ça va être ça, schlack, ok, et là, vous retombez en mode attente. Et pick-up de phone, en fait, c'est peser sur le petit bouton vert. Donc, c'est plus pick-up de phone, ça marche plus ça. Donc, maintenant, c'est le petit bouton vert qu'on appuie, clac, pour téléphoner. OK? Donc, vous comprenez le principe. Ici, on a un autre exemple avec un lecteur CD. Donc, on a ici, d'abord, on tombe dans un état où le CD, le lecteur, en fait, au départ, il n'y a pas de CD dans le lecteur. Maintenant, si on introduit un CD dans le lecteur, on tombe dans l'état ici, CD loaded, donc il y a un CD qui est chargé, et on tombe d'abord dans l'état CD stop, donc le CD il n'est pas en marche au départ, une fois qu'on l'a inséré, il est arrêté. Si maintenant on appuie sur play, le CD va jouer, si on appuie sur stop, le CD va s'arrêter, ici on appuie sur pause, le CD va être en pause. Pendant qu'il est en pause, si on réappuie sur pause ou sur play, le CD va continuer à jouer. Et si on appuie sur stop, par contre, il va plutôt s'arrêter. Peut-être qu'au niveau du CD qui est en train de jouer, il va avoir disons, une minuterie, ou alors il y a une minuterie, disons qu'à toutes les, disons, secondes ou dixièmes de seconde, il y a une minuterie qui s'active et on vérifie si on a atteint la fin du CD. Si on a atteint la fin du CD, ici, timer expired and end of CD, le CD s'arrête. Si le CD n'est pas alors que le timer est expiré, ou la minuterie est expirée, on vient et on continue à faire jouer le CD. Okay? Donc, à tout moment, ici c'est marqué eject, donc à tout moment pendant que ça c'est en train de se passer, vous pouvez peser sur eject. Et automatiquement, vous quittez, peu importe l'état que vous aviez ici, vous tombez dans l'état où le CD va être retiré, et voilà. Okay? Donc ici, on a un exemple de raffinement successif avec un projecteur, par exemple. Donc souvent, il faut fonctionner comme ça. Donc on procède par raffinement successif en rajoutant des éléments à chaque fois pour faire grossir notre diagramme. Donc, on commence ici. Bon, ça c'est inspiré ça provient directement d'un livre de Pascal Rock qui explique UML2 par la pratique. Donc, merci Pascal, merci Monsieur Rock. Donc, vous avez ici un état initial. Donc, au départ, c'est un vidéoprojecteur. Donc, au départ, il est débranché. Donc, si on le branche, il tombe dans l'état éteint. Et si on le débranche, bien évidemment, il tombe dans l'état... Si on le branche, pardon, il tombe dans l'état branché. Et si on le débranche, bien, il tombe dans l'état débranché. Maintenant, dans l'état branché, d'abord, il est éteint. Mais si on appuie le bouton Power, il va devenir allumé. Si on réappuie le bouton Power, il va s'éteindre. Si, pendant qu'il est allumé, il détecte des sources, il va devenir dans l'état connecté. Donc, des sources, par exemple, vous avez branché un câble HDMI ou quelconque, il va détecter une source, il tombe dans l'état connecté. Si on déconnecte une source, il va tomber dans l'état allumé. Et si jamais on pèse sur Power pendant qu'il est connecté, ben, il va s'éteindre. Donc, c'est clair.
Donc ici, on pose la question, qu'est-ce qui arrive si la source est déjà connectée au moment d'allumer le projecteur? En fait, on peut supposer qu'au moment d'allumer Power, on va arriver ici à allumer. Ça va prendre un certain temps avant qu'il détecte que la source est là, et là, il va tomber dans l'état connecté. Donc, c'est pour ça qu'on n'a pas mis une flèche directement de éteint vers connecté. Ah, mais ici, tu vois, on a rajouté le lien directement de Power vers connecté. Et on a rajouté aussi des actions. Donc, si c'est allumé, mais qu'il n'y a aucune source, donc Power, source présente, Power, source absente, pardon, source présente. Donc, on tombe dans l'état allumé et on projette un écran bleu parce qu'il n'y a pas de source de détecter. Par contre, si on détecte une source, on va projeter la source en question. Il y a dans les projecteurs, souvent il y a une question de lampe qui doit être préchauffée. Donc quand on pèse sur Power, la lampe commence par se préchauffer. Après ça, une fois que le préchauffage est terminé, on va projeter un écran bleu s'il n'y a pas de source, ou alors un écran, la source, si jamais il y a une source qui est détectée. Le reste se passe pas mal pareil. Mais quand on appuie sur Power, plutôt que de tomber directement dans l'état éteint, on tombe dans l'état refroidissement. Et une fois que la lampe est bien froide, on tombe dans l'état éteint. OK? Donc, on a ajouté les états préchauffage et refroidissement. Évidemment, à tout moment, si on débranche, pouf, on tombe dans l'état débranché. Donc, on peut supposer que pour éteindre, on demande une confirmation. Donc, j'essaie de voir où on voit cette confirmation-là. Oui, ici, on est connecté. Et quand on demande ici, quand on pèse sur Power, pendant qu'on est connecté, on demande une confirmation. Si la personne rappuie à nouveau sur Power, ça s'éteint. Sinon, après 5 secondes, on retombe dans l'état connecté et on continue à projeter. On va parler maintenant de parallélisme. Donc, dans un même dispositif, on peut retrouver un ensemble d'états qui sont concurrents ou qui s'exécutent en même temps ou presque, donc qui sont indépendants les uns des autres. Par exemple, sur un clavier, on peut avoir le caps lock actif ou non et le numlock actif ou non. Donc, ces deux états sont parfaitement indépendants l'un de l'autre. Donc, par défaut, ici, on tombe dans l'état où le caps lock n'est pas actif, et si on pèse sur caps lock, ça devient actif, inactif, actif, inactif, actif, inactif. Même chose pour le numlock. Donc, si le numlock est inactif, d'abord, il est inactif, et si on, ou plutôt, il est actif, et si on l'inactive, à ce moment-là, c'est les flèches qui vont s'appliquer sur le clavier numérique, et si on active le numlock, ça va être les nombres qui vont s'appliquer. Donc, on peut se poser la question, combien y a-t-il d'états possibles avec tout ça? Alors, ici, on a deux états possibles, parallèlement à deux états possibles, donc il faut faire une multiplication, ça va donner 2 fois 2, ça donne 4 états possibles. Ici, on a un autre exemple avec un climatiseur. Donc, au départ, le climatiseur est dans l'état off. Et si on appuie sur le bouton Power, alors le climatiseur devient dans l'état on. Donc, on appelle ça ici running. On a des conditions, c'est-à-dire des actions d'entrée et de sortie. Donc, à l'entrée, on dit que quand il est running, quand il est en marche, le ventilateur démarre, et quand on quitte cet état-là, donc quand on pèse sur le power button pour fermer le ventilateur, le climatiseur, quand on quitte sur le bouton power, exit stop fan, donc on arrête le ventilateur. Okay? Donc quand on appuie sur power ici, on met en marche le ventilateur et on arrête le ventilateur. Maintenant, dans l'état où le climatiseur est en marche, on a un état où d'abord il y a juste le ventilateur qui fonctionne, mais si on appuie sur le bouton d'air climatisé, la climatisation embarque en plus. Et si on appuie sur le bouton d'air climatisé, la climatisation cesse. Donc, juste le ventilateur ou ventilateur plus climatisation. Par ailleurs, parallèlement à ça, on peut contrôler la vitesse. Sur le truc ici, on a deux vitesses, low et high. Donc, si on appuie sur le speed button pour augmenter la vitesse,
En fait, si on appuie sur le speed button, on tombe à high. Si on réappuie sur le speed button, on tombe à low. Donc, à travers tout ça, on a plusieurs états possibles. Donc, je vous pose la question, combien y a-t-il d'états possibles dans ce que vous voyez ici? Alors, la réponse, ici, on a deux états, fan only ou air climatisé plus ventilateur. Ici, on a vitesse lente et rapide. Donc, 2 fois 2, ça donne 4. Mais en plus, on a cet état-là, donc on a 5 états possibles au total. On peut rajouter dans nos diagrammes des nœuds décisionnels. Donc, on a ici, par exemple, on est dans l'état d'attente. D'abord, donc, on attend que la personne nous, disons, ça c'est une page web de recherche. Donc, la personne va entrer sa chaîne de recherche. Notre site web va chercher. Après ça, il va retourner les résultats. Si les résultats sont vides, on va afficher à l'utilisateur le fait qu'on n'a rien trouvé. Sinon, on va afficher à l'utilisateur le fait qu'on a trouvé quelque chose. Donc, moi, personnellement, je pense qu'un diagramme d'activité serait mieux qu'un diagramme d'état pour modéliser ça. D'ailleurs, comme vous voyez, là, ça a l'air d'un diagramme d'activité. Mais disons qu'il y a moyen. Un diagramme d'état, c'est un surensemble des diagrammes d'activité. Donc, tout ce que vous pouvez faire avec un diagramme d'activité, vous pouvez faire avec un diagramme d'état. Mais l'inverse n'est pas vrai. Donc, c'est pour ça ici qu'on présente une espèce de diagramme d'état qui a l'air d'un diagramme d'activité. Mais personnellement, moi, je modéliserais ça avec un diagramme d'activité ici. Mais les nœuds décisionnels, c'est intéressant. On va en voir un exemple dans les exercices. Il y a aussi moyen d'ajouter un élément d'historique dans nos diagrammes. Donc ici, ça c'est un exemple de lavoto. Donc au départ, pouf, on tombe dans l'état lavage. Après 4 minutes, on tombe dans l'état séchage. Donc vous êtes et après 2 minutes, on tombe dans l'état lustrage. Et après 2 minutes, c'est fini, on a terminé. Donc si jamais vous appuyez sur l'arrêt d'urgence, ben vous avez aussi terminé votre lavage d'auto. Par contre, pendant la phase de lavage et de séchage, si jamais vous appuyez sur l'arrêt d'urgence, vous tombez en état d'attente. Mais c'est un état d'attente temporaire. Si vous appuyez sur le bouton de reprise, à ce moment-là, vous repartez, vous retombez dans l'état de lavage-séchage, mais exactement où vous étiez rendu. Donc le H étoile ici, ça veut dire qu'on préserve l'état dans lequel on était au moment où on a quitté l'état ici. Donc l'état lavage plus séchage, on retombe exactement où on était. Donc s'il restait 2 minutes de lavage, ben on retombe dans l'état où il reste 2 minutes de lavage, puis on va tomber en séchage. Si on était dans le séchage puis qu'il restait 1 minute, on va retomber dans l'état où on avait juste 1 minute de séchage qui restait. OK? Donc le H, c'est ça que ça veut dire. Par contre, dans l'état d'attente, si jamais on fait rien pour 2 minutes, ben pouf, le car wash, la lave-auto, s'arrête. Donc on peut se demander c'est quoi la distinction entre un diagramme d'état ou un diagramme d'activité et un diagramme d'état transition. Donc, en fait, comme je l'ai un peu expliqué tantôt, un diagramme d'état, c'est un surensemble un peu d'un diagramme d'activité. Et comme on le voit ici, les diagrammes d'état présentent les états entre les actions. Donc les actions, c'est les transitions qui mènent d'un état à l'autre. Par contre, dans un diagramme d'activité, les actions sont les activités. Donc on a action 1, action 2, action 3 qui correspondent aux transitions en fait qui se produisent entre nos états. Donc, les diagrammes d'état-transition ont de nombreux usages en informatique. Par exemple, modéliser le comportement général d'un dispositif ou d'un système pris globalement, présenter le cycle de vie d'un objet ou d'un document particulier dans le système, modéliser une interface graphique, par exemple un schéma de navigation sur un site web, modéliser une expression régulière, comme on l'a vu au début de ce document, ce que pouvaient faire déjà les diagrammes d'état classiques des années 50. Donc ici, on a un exemple de schéma de navigation, ou un schéma d'interface si vous voulez. Donc la personne arrive sur un site web, arrive sur la page principale, ou dans l'état not logged in, donc elle n'est pas connectée. Maintenant, si elle fait son login, elle tombe dans l'état connecté. À tout moment, évidemment, elle peut quitter le
site web, donc on retombe dans l'état de fin ici quand la personne quitte le site web. À partir de la page principale, on peut aller à la page d'aide. À partir de la page principale, toujours où on n'est pas connecté, on peut aller voir des statistiques. J'ignore c'est quoi ces statistiques-là, mais là, c'est un exemple. À partir de la page, quand on est connecté, on peut rajouter une page d'événements. On peut ici accéder à la page d'administration. Je suis là, il faut que je me rapproche pour lire. Donc, on tombe sur la page d'administration. On peut éditer les détails ici. On peut éditer le profil utilisateur ici. Donc, on voit un peu comment on peut se déplacer d'une place à l'autre dans notre page web. Évidemment, tout ça peut devenir très complexe, comme vous le voyez ici. Donc, ça aussi, c'est un schéma de navigation. Au départ, on arrive ici. Et là, on tombe dans plusieurs états avec plusieurs passages. Donc, évidemment, si vous vous dites, j'espère que ça ne sera pas à l'examen final, soyez rassurés, ça ne sera pas à l'examen final. Je dis ça, tout d'un coup, je le mette. Non. Donc, en résumé, un automate fini, l'automate fini, c'est le plus simple des diagrammes d'état. Il permet de modéliser des regex et les analyseurs lexicaux dans les langages de programmation. Les diagrammes syntaxiques permettent de modéliser les grammaires des langages de programmation. C'est plus puissant que l'automate fini. Les diagrammes d'état en transition permettent de modéliser des systèmes complexes, des schémas de navigation d'interface, des cycles de vie, etc. Il est plus puissant que les deux autres et il est plus puissant que le diagramme d'activité. Pendant la phase d'analyse, il convient pour modéliser des aspects particuliers d'un logiciel, mais son usage reste néanmoins plus restreint que les autres types de diagrammes qu'on a vus jusqu'à maintenant. En effet, sa puissance extrême doit être justifiée par les circonstances. Donc, on ne prend pas un bazooka pour tuer une mouche. Donc, un diagramme d'état, c'est très puissant, donc il faut avoir une bonne raison pour s'en servir. Donc, le cycle de vie d'un produit serait un cas classique, tout ce qui est système embarqué aussi. Pendant la phase de conception, il est particulièrement bien adapté pour les schémas navigationnels. Ce qui nous amène aux questions. Donc, vous avez ici un automate fini. OK. Alors, vous allez donner 3 strings différentes qui sont reconnues par cet automate. Donc, 1.5. Vous allez ensuite dire quel est l'état cul-de-sac de cet automate-là. Ensuite, quelle est l'expression régulière associée à ce diagramme. Évidemment reconnu ici. Donc, pour valider votre expression régulière, vous allez générer l'automate associé. Donc, vous allez le voir sur ce site-là. Vous allez rentrer votre regex et vous allez générer ici. Donc, si jamais c'est pas le bon, c'est pas grave. Donc, vous pouvez vous donner un point, mais à condition évidemment que ce ne soit pas une expression régulière tout à fait stupide, là. Mais je veux dire, quand c'est une expression régulière, le moindrement un peu étoffée, si c'est pas la bonne affaire, vous pouvez quand même mettre un point et dire qu'en fait, ça correspond pas. OK? Donc, si vous ne trouvez pas l'expression régulière, c'est pas... Donc, vous perdez juste un point d'une certaine façon, parce que ici, vous pouvez quand même générer quelque chose à partir de l'expression régulière que vous voudrez, mais en disant que c'est ça, vous n'avez pas réussi. Mais évidemment, ne faites pas une expression régulière genre AB. OK, ça c'est stupide. C'est-à-dire stupide, c'est bébé. OK, c'est bébé. Diagramme syntaxique. Donc, vous avez ici des diagrammes syntaxiques. Vous allez répondre à ces questions-là. Vous répondez ici. Donc, dans ce langage, la constante est-elle acceptable? Expliqué. Et dans ce langage, la variable xx est-elle acceptable? Expliqué. Ensuite, nombre d'états et parallélisme. Donc, indiquez-moi dans ce schéma-là, vous avez combien d'états possibles en prenant en compte toutes les possibilités. Donc, je ne vous demande pas de me dire ça c'est un état, 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 puis ça c'est un état. Pas ça que je vous demande. Je vous demande de dire, en prenant toutes les combinaisons possibles, il y a combien d'états parallèles complets. Schéma de navigation. Donc, vous avez ici une page web. Donc, la page 1, on présume, c'est la page d'accueil. Il n'y a pas la flèche pour dire qu'on arrive là. Mais sur un site web, la profondeur d'une page est le nombre minimum de clics nécessaires pour atteindre cette page à partir de la page d'accueil, qui est la page 1.
Par exemple, la page 7 a une profondeur de 2. Donc, on est à la page 1, on clique pour aller à la page 6, on clique pour aller à la page 7. Donc, c'est une profondeur de 2. Question. Quelle est la page la plus profonde du site et quelle est sa profondeur? Autre, toujours le même schéma navigationnel. Donc, la distance entre deux pages est le nombre minimum de clics nécessaires pour passer d'une page à l'autre. Ce nombre n'est pas nécessairement le même dans les deux directions. Par exemple, pour passer de la page A à la page B, et vice-versa. Là, je prends par la page A à la page B, mais bon, juste deux pages, ça n'a pas rapport avec ce que vous avez ici. Donc, l'étalement d'un site web correspond à la distance maximale entre deux de ces pages. En général, on considère que moins un site web est étalé, mieux c'est. Question, quel est l'étalement du site web ci-contre et quelles sont les pages impliquées? Guichet automatique. Donc, répondez aux questions sur la prochaine diapo. Donc, vous avez ici le guichet automatique. Quel est l'état initial? Que se passe-t-il au démarrage d'un guichet avant que le client ne soit servi? Comment se termine un service au client? Identifiez 3 manières. Est-ce qu'un client peut effectuer plusieurs transactions en insérant sa carte une seule fois? Expliquez. C'est la fin. Donc, vous ajoutez votre auto-évaluation approximativement sur 13 parce qu'il y a 13 points. Donc, je suis désolé si vous êtes superstitieux ou superstitieuse.